C'est bon, tu peux te connecter. Je vais essayer de déplacer l'ordinateur. Attention. Ça prend une place. 108. 875. 524. Je vais régler les paramètres. Ah, tu dois être connecté parce que je t'entends résonner. Vous prenez Anita? Ok, merci, j'envoie. The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of megravs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, Jean-Jacques Darmon va nous présenter un cours sur le gans de deutérium.
et son utilisation dans les cas de cancer. Avant de passer à l'enseignement, je vais prendre un petit quart d'heure parce que j'ai le plaisir de vous annoncer, de vous informer donc de la création de l'association à but non lucratif Retour aux sources. Donc cette association se veut être un point de jonction et de rassemblement de tous les groupes francophones. Et nous souhaitons donc être unis dans le plasma, la paix et l'amour de tous et de toutes choses. À ce propos, nous informons donc Monsieur JR et Madame Husset qu'il y a une équipe à l'heure actuelle qui travaille à rassembler tout ce qui est copie d'écran, email, enregistrement et vidéo de leurs propos. Il faut savoir que depuis 2015, l'équipe francophone s'évertue à dispenser la technologie bénévolement. Donc, on n'a pas compté les heures de travail, d'écoute, d'enseignement en anglais, de transcription, de traduction, de mise en page, de restitution, de partage, de création de cours, de mise en place d'une équipe de travail, d'enseignements même internationaux, d'une chaîne YouTube, d'animation de groupes Facebook, la création d'un drive et d'un agenda Google, de la présentation des visioconférences, des ateliers de fabrication, la mise en place des oasis et tout ce que j'oublie, tout le reste. Donc, on a été attaqué à plusieurs reprises. Dans cette structure qui a été mise en place a été attaquée pour des raisons donc, qui vous regardent. Il faut savoir que vos actions nous ont rendus plus forts et surtout nous ont fait grandir. Donc, en cela, on vous en remercie. Et aujourd'hui, on vous offre l'opportunité de tirer un enseignement de tout ceci. Et nous ne souhaitons pas poursuivre dans la voie en fait que vous avez engagée. Et c'est pourquoi on vous invite, avec tout notre respect et toute notre sympathie, à prendre part au rassemblement de la communauté francophone d'une manière pacifique et aimante. Donc, ce que je propose, c'est de vous lire là, ce soir, la charte de l'association Retour aux sources, qui est donc un document inspiré de la constitution du Conseil de la Terre de l'Institut spatial Keshe Foundation. Donc, je vais vous lire ce document et je vais inviter tout le monde à y réfléchir et à prendre un temps de compréhension, d'assimilation et vraiment de recevoir ce texte en son cœur et en son âme. L'association et ses membres s'engagent à abandonner toutes les notions de guerre, conflit, nuisance dans son environnement et où qu'elle soit amenée à intervenir sur cette planète ou au-delà. Nous établissons la paix à travers la compréhension du potentiel de tous les êtres. Nous obtenons des solutions par le dialogue et l'élévation de l'âme, plutôt que par la dégradation ou l'avilissement d'une autre âme ou existence physique. La paix doit être l'objectif de chaque action dans l'existence de chaque être sur cette planète. L'association sera le porte-drapeau de cette motion afin de créer un environnement où la paix peut être atteinte sur Terre. La paix doit être la pierre angulaire de l'existence de ceux qui viennent de cette planète et ou de ceux qui choisissent de vivre sur cette planète. La Terre doit devenir le berceau de la paix pour toutes les races, ainsi que le berceau de l'évolution de tous les égaux au niveau de leur âme. Nous, membres de l'association Retour aux sources, reconnaissons que la Terre fait partie du système solaire, de la galaxie, de l'univers et de tous les cosmos. En tant que telle, la planète Terre doit faire partie du cycle de la création, en soutenant la planète et tous les êtres qui y vivent, afin qu'ils s'élèvent au-delà du cycle actuel de l'évolution, pour une existence plus épanouissante et paisible. Nous reconnaissons la Terre-Mère comme étant elle-même une entité vivante, ayant sa propre âme. Chaque atome, plante, animal, humain, insecte, microbe, ainsi que tous ceux qui restent à découvrir, sont des âmes qui partagent l'essence du Créateur, de même que les champs de la planète Terre. Ensemble, nous nous rassemblons pour former l'âme collective de la planète. Nous reconnaissons que tous les autres êtres sur cette planète ont besoin d'être soutenus, nourris et autorisés à prospérer dans la paix, y compris les animaux, les plantes, les écosystèmes et les autres êtres invisibles, ainsi que la Terre-Mère elle-même.
Nous serons soutenus pour grandir et prospérer à notre guise, et cela améliorera la vie, non seulement sur cette planète, mais partout ailleurs, car nous reconnaissons un petit problème de page. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'ordinateur, je suis désolée. Donc, l'idée, c'était que notre souhait était de participer dans la vie en tout ce qui est, si vous voulez, d'arrêter la circulation de la monnaie en utilisant les échanges de biens, de travail, pour pouvoir supprimer le système monétaire. Donc, l'idée, c'était que nous puissions tous participer à cela et qu'on s'implique dans un échange de travail, de biens, de services, plutôt qu'un échange financier, ce qui apporterait une ère de bien-être et d'amour véritable à l'ensemble de l'humanité sur cette planète bleue. Tous ceux qui souhaitent servir en tant que décideurs et guides peuvent offrir de servir avec la compréhension de leur âme et obtenir le consentement des autres, afin qu'ils puissent remplir le rôle requis. L'élévation de la compréhension nous permettra de reconnaître la force unique du champ de leur âme, les habilitant à servir au profit des autres et à élever toute l'humanité. Ces personnes serviront à éclairer et inspirer l'élévation chez les autres. La guidance vient de l'âme de l'homme et avec l'accord des autres pour servir. L'établissement de la paix au travers de l'éducation permettra le bien-être émotionnel et la poursuite de l'illumination. Toute diversité est reconnue comme une expression unique et diverse du Créateur et sera choyée et célébrée comme apportant de la richesse à nos vies. Chaque être devrait être aidé et encouragé à s'instruire. L'humanité en particulier a besoin de liberté pour explorer et comprendre la connaissance, qui ne peut être acquise sans la liberté de ne pas avoir à travailler constamment pour survivre. Créer les outils pour devenir indépendants et favoriser l'autoresponsabilité des humains est notre priorité. Nous favorisons un mode de vie juste, équitable et correct, au profit de toute la création. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, avec le libre arbitre au niveau de l'âme, l'apprentissage de l'âme se fera dès l'enfance. Quand les catastrophes naturelles surviennent, nous devons venir en aide à tous les êtres de la région sans favoritisme et en soutenant le tout. Cela comprend la compréhension de l'écosystème de la planète et de ce dont tous les êtres ont besoin dans leur cycle de vie. Tous les êtres auront accès aux ressources et les partageront en temps d'abondance comme en temps de désastre. Quand un conflit survient, nous devons négocier une issue pacifique pour toutes les parties, toute l'humanité devant recevoir une paix durable. Ceci n'est réalisable que lorsque tous les besoins des parties sont pris en compte. Tous les êtres méritent d'être protégés de toute atteinte à leur intégrité physique ou émotionnelle. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, le document est inspiré de la constitution du Conseil de la Terre de l'Institut spatial de la Keshe Foundation. Et on va vraiment s'impliquer dans cette démarche pour suivre la fondation et la soutenir autant qu'on le pourra. Aujourd'hui, les documents ont été envoyés à la fondation. Voilà, et ben, on vous tiendra au courant. Pour le reste, en tout cas, vous êtes tous bienvenus et accueillis. Je laisse maintenant la parole à Jean-Jacques. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la suite des cours médicaux en ce qui concerne le cancer et le deutérium au cours de ce... vous m'entendez tous d'abord? Parfaitement. D'accord, merci. Oui, on va. Très bien.
Donc, vous avez le partage à l'écran? Oui. Très bien. Donc, on va voir la relation entre le cancer avec les poumons, le cœur, les acides aminés, le deutérium et le CH3. On va d'abord procéder à une révision succincte en ce qui concerne le cœur, ainsi qu'une révision concernant les poumons. Donc ça, c'était le cours numéro 5 concernant le cœur. Donc le rappel essentiel est de savoir que la paroi musculaire gère la partie physique. Donc c'est la partie musculaire que l'on voit de façon courante. Et à l'intérieur, il y a une paroi blanche qui est la paroi interne lisse qui, elle, gère les émotions. Donc ça, c'est en rapport avec le système nerveux, le faisceau de His, si vous vous souvenez bien. Le système émotionnel, la paroi lisse, donc fait partie de la partie viscérale du cœur. Comme dans tous les organes, les viscères sont de type émotionnel. Ce sont des muscles blancs lisses, alors que les muscles rouges sont la partie physique. Le cœur est donc un organe de connexion. Le cœur, il a une double fonction. Il est la connexion entre notre partie émotionnelle et notre partie physique, puisqu'il a double rôle. Quant au cœur émotionnel, il est en connexion directe avec l'âme qui se situe au centre du diencéphale, dans le thalamus. Quant aux poumons, si on regarde les poumons, ils collaborent. Donc ça, c'est la partie essentielle à retenir. C'est que les poumons collaborent de par leur travail au cours de la respiration et avec le diaphragme au massage du cœur à chaque inspiration et chaque expiration. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Lorsque les poumons se gonflent, ils compriment le cœur. Et lorsque les poumons expirent et se relâchent, ils décompriment le cœur. Donc, les deux poumons travaillent un petit peu comme un étau et assurent l'effet d'une double pompe. Donc, le cœur a sa propre pompe, mais les poumons, de par leur respiration, jouent le rôle d'une seconde pompe en liaison avec le diaphragme. Un petit rappel de la circulation cardiaque. Donc la circulation cardiaque commence par l'oreillette droite, avec l'arrivée du sang veineux qui va passer donc dans l'oreillette, pour ensuite passer dans le ventricule, pour ensuite s'échapper à ce niveau-là, pour s'échapper vers la petite circulation pulmonaire, où là le sang va être oxygéné, et ensuite va revenir au niveau ventriculaire pour passer dans la circulation artérielle. Donc, on a une double circulation qu'on a l'habitude d'appeler la grande circulation, qui assure la nutrition périphérique du corps, et la petite circulation qui permet le nettoyage et l'oxygénation au niveau pulmonaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la double circulation en parallèle de la circulation lymphatique. Vous voyez qu'on a un autre réseau lymphatique qui est figuré ici en vert, qui est en dérivation. Donc c'est une circulation qui se fait dans tout le corps, au niveau de la peau, au niveau de tous les organes internes, et qui va venir se collecter, se rassembler au niveau de ce qu'on appelle la citerne de Pequet, qui se trouve sous la clavicule gauche de notre corps, juste au-dessus du cœur, pour se déverser dans la circulation veineuse. Si vous avez des questions au cours de l'exposé, vous n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle, on avait vu dans le cours au niveau en ce qui concerne le cœur, qu'on avait une pression par chambre cardiaque. La pression à l'intérieur de chaque chambre est donc exprimée en millimètres de mercure. Pendant la systole, l'oreillette ou le ventricule se contracte et expulse le sang. Pendant la diastole, au contraire, il y a relaxation du muscle de l'oreillette ou du ventricule. La pression sera plus ou moins haute suivant le degré de résistance des vaisseaux traversés. Donc la pression est en fait proportionnelle au calibre des vaisseaux. Ainsi, dans le poumon, où le flux va être très lent, car les vaisseaux sont de petit diamètre. Donc la partie droite du cœur aura moins de pression que la partie gauche,
qui, elle, doit irriguer des vaisseaux longs et de grand diamètre qui traversent tout le corps et offre donc une énorme résistance au cœur gauche. Ça, c'est très important à noter. Maintenant, si on considère les 4 chambres cardiaques, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, chacun obéit à un des éléments de la structure de l'acide aminé. L'oxygène, ici à droite, l'hydrogène, le carbone et l'azote. Tout ceci constituant la création du centre émotionnel au niveau de la partie blanche du cœur. Et donc le système immunitaire va donc résider au niveau de l'oreillette gauche, avec l'hydrogène qui est fournisseur d'énergie, je vous le rappelle. Retenez bien ici ce schéma. Cette oreillette ici, ainsi que sa pression, est très importante en regard du système immunitaire habituellement étudié. Lorsqu'on a une déficience de pression dans l'oreillette gauche, à ce moment-là, l'apport en lymphocytes, c'est-à-dire les globules blancs, va devenir insuffisante. La quantité qui doit passer par les pores périostés, les pores du périoste, c'est-à-dire la fine pellicule qui recouvre les os, est donc insuffisante. À la sortie des os, il n'y a donc pas suffisamment de cellules lymphoïdes souches pour devenir ensuite matures dans le thymus. Je vous rappelle, donc je refais un petit rappel, les globules sont fabriqués au niveau de la moelle rouge et de la moelle blanche dans les fûts osseux. À ce niveau, les cellules lymphoïdes ne sont que des cellules souches, non différenciées. Elles passent ensuite dans le thymus pour devenir matures en lymphocytes B et en lymphocytes T, les fameux lymphocytes tueurs. Par conséquent, dans le cancer, il faut donc réguler la pression de l'oreillette gauche à son niveau adéquat. Donc, en fait, on n'a pas une déficience immunitaire à proprement parler, mais en fait une déficience de pression de l'oreillette gauche. Est-ce que tout le monde a bien compris le processus de cette fameuse déficience immunitaire, entre guillemets? Est-ce que tu pourrais bien le répéter encore une fois? Parce que j'ai pas tout. Donc je recommence. Je vais revenir. Donc à partir de cette oreillette, si la pression est insuffisante, vous allez donc avoir une expulsion du sang qui va être insuffisante. La pression donc dans les vaisseaux conducteurs vers la périphérie va donc être insuffisante. On pourrait dire par exemple, comme j'ai l'habitude de prendre comme image, vous avez un train, mais au lieu que dans le train vous ayez que le train soit plein, avec je sais pas, 100 voyageurs, eh bien, comme le train ne va pas suffisamment à la bonne vitesse, eh bien, il ne va pas être capable de débarquer la quantité de passagers adéquate à destination. Est-ce que l'image est claire? Oui. Donc, si la pression est insuffisante, vous n'avez pas suffisamment de globules blancs qui parviennent à destination. Via les intestins. Depuis les intestins, ensuite, la lymphe va essayer de traverser la paroi osseuse. On appelle ça la lumière ou les pores du périoste. Et donc, comme il n'y a pas suffisamment de cellules, de globules blancs qui traversent la paroi, puisque la pression est insuffisante, à ce moment-là, il y a insuffisance de maturation des cellules souches au départ dans le fût osseux, au niveau de la moelle jaune. C'est plus clair? Oui, carrément. Merci. Okay. Donc, ce n'est pas une question de production en tant que telle, hein, c'est simplement une question d'insuffisance de transport. Donc, il n'y a pas la quantité de globules qui traversent la paroi osseuse. Donc ça, c'est très, très important. Hein. Donc tous les gens qui ont des déficiences au niveau de la circulation lymphatique, déficience immunitaire, j'entends, hein, sclérose en plaques, etc., etc.,
eh bien, en fait, il faut faire vérifier la pression artérielle au niveau de l'oreillette gauche. En outre, lors d'une chimiothérapie, ça c'est un rappel, on l'avait vu également sur le travail, sur le cours concernant la circulation lymphatique, lors d'une chimiothérapie, vous allez donc à la fois traiter dans un certain, comment dire, il y a un bon aspect dans le traitement de la chimiothérapie, mais le revers de la médaille, c'est que les globules blancs vont avoir tellement d'énergie qu'ils vont être trop gros. Et donc, cette énergie supplémentaire va donner aux cellules T, les fameux lymphocytes T, tueurs, un calibre supérieur à la lumière des pores osseux. Par conséquent, ils ne peuvent plus franchir la barrière osseuse. Et à ce moment-là, vous allez donc avoir une aggravation et un démarrage de futures de métastases, puisque le peu de cellules T qui passent la barrière osseuse ne peuvent pas rematurer au niveau de l'os, et donc c'est un cercle vicieux. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas, il y a insuffisance de production au niveau de l'os, au niveau du thymus, il y aura insuffisance de maturation et de quantité de cellules T, ce qui explique qu'on appelle ça une déficience immunitaire. Maintenant, si on parle, toujours dans le cadre des poumons, de l'oxygène, en considération du lieu où l'on vit. Chaque lieu environnemental fournit une quantité d'oxygène différente de par la nature des plantes et arbres qui sont présents dans l'environnement. Chaque arbre capte le CO2 mais expulse de l'oxygène qui lui est propre. Par conséquent, nous respirons donc la somme de tous les oxygènes de ces arbres. C'est ce que j'avais dit. On respire selon un mélange d'oxygène 13, du 14, du 15, du 16, du 17, etc. avec des ratios et des proportions différentes. Donc en changement de lieu, l'oxygène de l'oreillette droite est donc différente. C'est pour cela que nous passons de l'amour à la détestation ou à la haine. Parce que lorsque vous changez de pays ou changez de lieu de vie, eh bien vous êtes dans des conditions émotionnelles différentes. Et donc, le travail du cœur va donc subir cet environnement par rapport à la qualité de l'oxygène respiré. On avait vu en parlant du cœur qu'il y a une distorsion, une différence de régénération du cœur physique musculaire et du cœur émotionnel lisse, la partie blanche. La partie blanche étant toujours en rapport avec l'âme. Donc le cœur gère la partie matière, ça c'est un rappel, et le cerveau, la partie du encéphale, gère la partie émotionnelle. Les conséquences. Si la pression, je parle de la pression sociale, la pression physique ne coïncide pas avec la pression émotionnelle, eh bien l'émotion physique du cœur libère son énergie vers l'émotion de l'âme, et celle-ci ne peut pas donc gérer en termes de pression. Il y a alors, à ce moment-là, hémorragie cérébrale. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a une distorsion entre le rythme du cœur musculaire et le rythme du cœur émotionnel, en rapport avec l'âme. Et l'âme, donc, n'arrive pas à suivre ce changement de paramètres. Donc on a à ce moment-là la réalisation de ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Étant donné, si vous regardez bien l'image, vous voyez que le cœur est décentré sur la gauche chez la plupart des gens, et donc la majeure partie des accidents vasculaires cérébraux, puisque le cœur ici, le poumon ici, est en rapport avec cette partie du cerveau. Le cœur est à gauche, le poumon gauche et l'hémisphère gauche. Donc on va avoir un AVC qui va se situer à gauche. Chez certaines personnes, si le cœur est beaucoup plus centré, eh bien on pourra avoir à ce moment-là un AVC de l'autre côté, du côté droit du cerveau. Alors le traitement. Eh bien le traitement se fait toujours, ça il n'y a pas de changement par rapport au cours antérieur, toujours en cherchant l'émotion en question. Le traitement va se faire avec le deutérium, comme on le faisait avec le carbone et le zinc. Donc on peut toujours utiliser carbone-zinc,
mais on va utiliser le deutérium 2 fois H en application directe sur le cœur. Sachant que le cœur fournit 20% de l'énergie alors que les poumons en fournissent 80%. Donc, ce qui est essentiel dans le traitement, c'est de laisser le cœur au repos de façon à réduire sa consommation d'énergie physique, de façon à favoriser les 80% d'énergie pulmonaire. Bien sûr, il va falloir travailler toujours sur le mode respiratoire, la qualité de la respiration et la fameuse coupe de vie, à la fois en consommant la partie liquide et ensuite en respirant dans la coupe de vie, dans la partie réservée aux poumons. Est-ce que c'est clair là, en ce qui concerne la coupe de vie? C'est un rappel. Hein. Au besoin, je vous referai le petit schéma tout à l'heure quand j'aurai terminé sur la coupe de vie. Faites-moi penser à vous rappeler si vous en éprouvez le besoin. Ce qui est essentiel, c'est de transférer l'énergie du plasma vers la matière et non pas l'inverse. Donc, c'est ce qu'on fait avec les patchs, c'est ce qu'on fait avec la coupe de vie. En cas d'hypertension, donc le traitement sera toujours le CO2 à 60% et 40% de ZNO et on rajoute le deutérium. Un petit rappel, si vous regardez sur les IRM, l'âme se situe au niveau d'un tout petit point, au niveau en plein milieu du thalamus. Plus ce point est petit, plus l'âme est forte. Alors, de par la position du cœur entre les poumons attribue un type d'émotion. Pardon. Quand on opère en chirurgie cardiaque ou chirurgie pulmonaire, on change la position du cœur, qu'on le veuille ou non, ainsi que celle des poumons. Par conséquent, on va donc changer l'émotion. Donc ça, ce sont des conditions innées. Mais de par des déficiences respiratoires, on peut avoir le cœur qui se déplace puisque les poumons ne vont plus travailler de concert. Par exemple, on peut avoir un poumon qui ne comprime pas correctement le cœur lors de l'inspiration et donc le cœur peut être favorisé dans son déplacement latéral, par exemple, ce qui va expliquer un changement de position du cœur. La respiration. Alors, la façon dont on respire est déterminée dès la conception par l'âme et donc détermine notre caractère. C'est notre première inspiration à la naissance. De même, lors d'un transplant de poumon, le sujet va donc vivre avec une nouvelle personnalité, non pas à cause de la greffe du poumon, d'un nouveau poumon, mais de par la qualité d'oxygène respiré. Donc, en fait, c'est sa façon émotionnelle de respirer qui va induire le comportement émotionnel. Le donneur et le receveur sont tous les deux liés par le sodium du sel. Vous savez que dans l'organisme, chaque organe est inclus dans une poche contenant du sel, notamment le NaCl. La qualité de l'air en oxygène ambiant à la naissance donc détermine notre comportement. Maintenant, en ce qui concerne l'eau et les poumons, dans certaines pathologies, la production d'eau par les poumons ne vient pas de l'intérieur du corps, mais de la conversion de l'air ambiant, oxygène et hydrogène. Donc, le mélange des deux donc, donne H2O, mais sous la forme de plasma. Donc, par conséquent, il suffit, par exemple, en cas d'œdème du poumon, de modifier sa respiration de façon à réduire la production d'eau. Même chose dans les bronchites. Même chose dans les épanchements pleuraux. En ce qui concerne l'estomac et l'alimentation, puisqu'on est en train de parler de l'alimentation qui est représentée par 80% des poumons, pardon,
80% de l'alimentation vient de la respiration pulmonaire. Une façon de s'alimenter par la respiration, c'est dans une immobilité apparente, il faut incliner le tronc imperceptiblement vers la gauche pour s'alimenter sans manger. Donc en fait, si vous regardiez quelqu'un en train de pratiquer l'exercice, vous auriez l'impression qu'il ne bouge pas. Et en fait, c'est un léger, imperceptible mouvement, simplement un tout petit balancement sur le côté, de façon à envoyer l'air vers le côté. Pour rappel, on a dit que la mastication n'est utile que pour confirmer notre existence physique. Alors, il y a un exercice de médecine chinoise qui consiste, pour cette fameuse respiration et nutrition, c'est de placer la langue derrière les dents supérieures, et à ce moment-là, vous aurez la sensation de goûter ce qu'on appelle le nectar épais. Il a un goût très particulier. On pratique cet exercice dans ce qu'on appelle la petite circulation et la grande circulation. On appelle ça aussi le nectar épais ou la liqueur de jade. En médecine chinoise, on explique depuis très longtemps que la nourriture ne vient pas de la matière des aliments, mais uniquement des saveurs et des odeurs, qui sont des plasmas en eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui adorent faire de la cuisine, qui ne sont pas des professionnels, c'est que quand vous avez fait la cuisine, à force de respirer les odeurs alimentaires, il y a souvent, ça vous coupe l'appétit, vous n'avez plus très faim. Je ne sais pas si certains ont fait ce constat. Oui, c'est juste. Voilà, tout simplement, lorsque l'on pratique les médicaments en médecine chinoise, on fait ce qu'on appelle les décoctions, et le simple fait de réaliser cette décoction qui produit une vapeur intense, puisqu'il faut faire la décoction, laisser cuire pendant des fois 1 heure, 1 heure 1/4, 2 heures parfois, eh bien ça envahit la pièce, c'est quasiment le traitement assuré. Pourquoi ces odeurs et les saveurs, les odeurs surtout, ont une telle importance dans la nutrition? Tout simplement parce que, je vous rappelle, quand on a vu le cours sur le nez, l'olfaction, les capteurs au niveau du nez, on a quasiment un capteur pour une longueur d'onde d'odeur. Et ces capteurs sont quasiment à proximité de l'âme. Donc la transmission est quasiment instantanée. Et donc, le centre émotionnel est donc nourri. Alors, le carburant de l'univers. Donc, M. Kesh nous rappelle que le carburant de l'univers, c'est le deutérium. Lorsqu'il est de bonne qualité, il est noir. Donc ça, c'est pour ceux qui se posaient la question de savoir de quelle couleur était le deutérium. Donc, de façon définitive, le deutérium de bonne qualité est noir, mais il peut avoir une couleur bleue ou verte, selon sa qualité et la façon dont il a été produit. C'est pour ça que le fond de l'univers est noir comme le deutérium. Pour mémoire, je vous rappelle que l'hydrogène, c'est un proton plus un électron, et que le deutérium, c'est un proton, un neutron, un électron. On verra dans un cours ultérieur que toutes ces dénominations, en fait, sont impropres en termes de plasma. Alors, comme l'électron est faible en ce qui concerne le proton, comme l'électron est faible en regard du proton et du neutron, ça lui donne donc de l'énergie, et c'est cette énergie qu'il faut savoir capter. Maintenant, si on regarde le CH3, puisque le CH3 est constitué, si on le sépare, on le scinde en CH, plus du deutérium. Donc c'est pour ça que M. Kesh nous dit depuis très longtemps que le deutérium, il est dans le CH3. Tout simplement parce qu'en termes de plasma, on a une liaison CH et une liaison HH, ou deutérium. Tout le problème, c'est comment faire pour rassembler C et H de façon à n'obtenir que le deutérium. Si on regarde auparavant le rapport qu'il y a entre le carbone et l'oxygène,
On voit que le carbone a une masse de 12. L'oxygène a une masse de 16. Si on met sur une balance pour avoir une équité et un équilibre en masse, on voit qu'il va nous falloir 4 carbones pour 3 oxygènes. « 4 fois 12 égale 3 fois 16, 48 et 48 de masse. À nouveau, on verra dans le cours prochain la façon de raisonner avec les éléments du tableau atomique en ce qui concerne les masses, les fréquences, les débits ou les amplitudes, la taille des plasmas. Pourquoi je vous parle de cet équilibre de carbone et d'oxygène? Parce que vous allez voir, ça permet d'expliquer, sachant que le carbone et l'oxygène ont quelque chose de particulier, c'est que l'oxygène est la partie magnétique et l'élément magnétique de l'atmosphère, le carbone est l'élément magnétique au sein de l'univers, alors que le fer est l'élément magnétique terrestre. Tous les trois sont magnétiques selon leur niveau, leur élément. Donc il y a une relation entre ces trois éléments, ils sont tous les trois magnétiques. Je vous rappelle, si vous vous rappelez le cours que je vous ai fait en ce qui concerne la réalisation, la création des acides aminés sur Terre dans la ionosphère, en fait, je vais un petit peu plus rapidement. L'azote se transforme en carbone, qui se transforme en hydrogène, qui va se transformer en oxygène, tout ça par différentes étapes isotopiques. On passe au carbone 13, du carbone 14, ensuite on passe chaque fois avec production d'hydrogène et d'hélium et de rayonnement bêta. Donc ça, c'est la source d'énergie. Et on va passer à l'oxygène 13, du 14, du 15, et ensuite pour terminer avec du 17. Et le 17, c'est un isotope qui équivaut à du fer. Comme disait M. Kesch, le secret du CH3, puisqu'il a toujours été devant nos yeux depuis près de 5 ans que nous travaillons tous ensemble, si on regarde bien la molécule de CH3, on a le carbone en violet, un hydrogène, un deuxième hydrogène, un troisième hydrogène. Mais ces hydrogènes sont dispersés dans l'espace. Pardon. Ça, c'est dans l'état plasma. Ils n'ont pas de distance fixe dans l'état plasma. Alors que dans l'état moléculaire de la matière, eh bien, on a le carbone et les trois hydrogènes sont en étroite liaison avec le carbone. Donc ici, on a deux hydrogènes qui peuvent très facilement flotter en étant séparés et isolés de CH. Donc notre travail, c'est d'isoler C et H. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Tout est une question de ratio, de proportion entre ce que vous allez mettre comme quantité de CH3 par rapport à la quantité d'eau à l'extérieur et d'eau à l'intérieur. Mais sur le principe, c'est de savoir que le carbone et l'oxygène sont quasiment équivalents. C'est pour ça qu'ils ont une affinité l'un envers l'autre. De même que l'hydrogène va avoir une affinité avec l'oxygène et donc se lier avec l'oxygène. Par conséquent, on a isolé CH et il nous reste donc les deux H qui représentent le deutérium. Et en fait, si on va bien au bout du raisonnement, il faut une certaine quantité de carbone par rapport à la quantité d'oxygène ici et une certaine quantité d'hydrogène par rapport à la quantité d'oxygène ici. Si on veut un compte rond. C'est pour ça que le docteur Rodrigo nous dit qu'il faut un ratio de 3 carbones pour un oxygène. Donc si on regarde dans le corps humain, COHN représente 95% de la masse corporelle. Mais 75% est représenté par l'oxygène et l'hydrogène, alors que le carbone et l'azote ne représentent que 25%.
Donc avec ces ratios ici, ça nous permet de savoir et de comprendre comment on peut isoler l'hydrogène de l'oxygène, par exemple. Alors, si on regarde bien ce schéma à l'intérieur d'un réacteur, les réacteurs qu'on a déjà fait, soit sous forme de sphère, soit sous forme de, comment dire, de conteneur avec le CH3 qui flotte au-dessus de la solution d'eau salée. On a notre CH3 qui est ici, représenté par CH et D, D étant 2 fois H, mélangé avec de l'eau. On a de l'eau à l'extérieur mélangée avec du CO2. Si on regarde bien, ce qui se passe, c'est que le carbone va être en affinité avec le carbone de CO2. Le carbone va être également en affinité avec l'oxygène, puisqu'ils sont tous les deux magnétiques. Le carbone peut également se transformer en oxygène. L'hydrogène va également se lier à l'oxygène. Et il va donc nous rester le deutérium. Voilà un petit peu le processus qui permet d'isoler, sur le plan de, comment dire, de l'explication théorique, la façon d'isoler CH, et il nous restera donc le deutérium. Donc ça vous permet de comprendre ce qui se passe dans le bac quand on isole le CH3 au sein d'un bac de CO2. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent poursuivre la compréhension, et peaufiner la compréhension, c'est que lorsque vous fabriquez du CO2, vous passez par une étape transitionnelle de création d'acide formique, CH2O2. Donc vous voyez donc CH2O2, vous avez H2O et 2 carbone en termes de plasma. Ou alors vous avez également CO2 et H2, le deutérium. Donc vous voyez que quand vous fabriquez du CO2, le deutérium, il n'est pas très loin de la réalisation. Vous avez suivi mon explication là, dans l'acide formique? Suivez bien ma flèche. CO2, pardon. Et il reste ici H2. En termes de plasma, c'est 2 fois H, le deutérium. Je vous rappelle qu'en termes de plasma, 2 fois H représente ou se comporte, donc ce n'est pas vraiment un deutérium au sens habituel, il se comporte exactement comme du deutérium. C'est son comportement qui nous importe. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Donc on a vu la chose qui est importante. On avait déjà vu en ce qui concerne le carbone 14, le lien qu'il y avait entre le CH3 et les acides aminés au niveau de la création de l'énergie avec la réalisation du deutérium. Donc là ici, je vous donne encore une autre petite explication, comment se font les liens entre le CH3, le CO2 et l'eau. Donc à partir de maintenant, on peut rajouter le deutérium dans le traitement du cancer. On le met en application locale en le rajoutant au CO2 et aux ZNO. Toujours à propos du cancer, on a toujours dit qu'il était interdit de mettre du CH3 dans un début de traitement. Donc dans un début de traitement, vous commencez d'abord par le traitement CO2, ZNO et éventuellement deutérium si vous en avez. Vous faites ça d'abord pendant une quinzaine de jours. Et lorsque seulement vous avez une diminution notable de la tumeur, à ce moment-là, vous pouvez réintroduire un petit peu de CH3 puisque le patient est dans un état d'épuisement total. Avez-vous des questions? Tu as parlé d'une respiration, de ralentir la respiration Oui. quand tu parles du cancer. Et comment tu fais pour ralentir?
Alors, la respiration, c'est ce qu'on a fait dans les exercices de méditation. On laisse entrer l'air, on ne cherche pas à respirer, on laisse respirer, ça respire, ça souffle. Vous vous rappelez de ce cours? Oui, et fais un petit rappel quand même. Alors, je vous avais dit, pour la respiration, c'est pas à vous de respirer, ça respire. Ça respire, moi je dis que ça respire par l'opération du Saint-Esprit. Le ça veut dire que c'est pas vous qui respirez au sens de personne physique, de monsieur, de Madame Lee, de Jean-Jacques Dermont sur Terre. C'est ça respire. C'est quelque chose qui vient de l'âme, qui vient en dehors de notre, comment dire, en dehors de notre volonté, d'accord? Ouais. Donc cette sensation de ça respire, voilà, c'est quelque chose d'autre de vous, de votre corps physique qui induit la respiration. Sinon vous êtes mort, vous êtes décédé. Donc cette respiration, elle vient, voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Donc il faut laisser faire ça respire. Donc l'aspiration, et on va la laisser s'amplifier sans la forcer. Et quand on a besoin, cette envie de souffler, on va souffler jusqu'à ce que la respiration se ralentisse et devienne quasiment imperceptible, mais elle peut être très ample. D'accord. En ce qui concerne la respiration pour s'alimenter, il suffit de déplacer un tout petit peu le corps vers la gauche pour envoyer l'air dans l'estomac, entre guillemets. Je vous avais dit qu'on pouvait envoyer l'air dans le biceps, dans le triceps, dans le dos. Mentalement, vous envoyez l'air là où vous avez envie de respirer, un petit peu comme si vous aviez un poumon secondaire situé dans l'estomac. Si vous voulez envoyer l'air dans le mollet, vous imaginez que dans le mollet, vous avez un petit poumon ou un ballon. Ouais, je m'en souviens. Mentalement, vous dirigez votre corps pour aider à envoyer l'air là où vous avez envie de l'envoyer. De même, vous pouvez utiliser l'imagination ou la visualisation d'un aliment particulier. Pardon. Si ça peut vous aider, puisqu'on a vu que on est capable de créer une odeur. Les femmes enceintes qui ont des envies de fraises, par exemple, c'est un truc qui est très connu, ben, se nourrissent de fraises sans s'en rendre compte. Là, je suis sur l'image du carbone et de l'oxygène. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de... Puisque Lee, elle est là, elle a traduit le document en espagnol. Donc, en fait, c'est un document que je voulais faire. Bah, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc, je l'ai refait un petit peu avec ma compréhension personnelle. C'est ce que je vous ai toujours répété depuis 2 ou 3 ans, qu'il fallait raisonner en nombre d'hydrogène et non pas en carbone 12 ou en oxygène 16. Donc la prochaine fois, on verra comment raisonner avec uniquement des hydrogènes, de façon à avoir une table de comparaison de n'importe quel élément atomique ou de n'importe quel atome ou de n'importe quelle molécule. C'est un document qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est un peu comme une table plasmique. Bah, c'est le tableau atomique, mais revu et corrigé Voilà. avec une autre façon de voir. Et pour nous, c'est les hydrogènes. Bah, pour vous, c'est comment dire, ça va vous permettre tout au moins de comprendre pourquoi on dit qu'un carbone va se transformer en oxygène. Oui, j'ai passé par cette étape tout à l'heure, ici, là, de vous faire la balance carbone-oxygène, parce que tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai dit que le carbone allait se transformer en oxygène, parce qu'en fait, c'est une équivalence. On a vu que 4 carbones égale un oxygène. Donc, si vous avez le bon ratio, la bonne quantité ici, vous allez avoir le carbone qui va se lier à l'oxygène. Vous comprenez mieux là? Ouais. Bah, moi, hein, perso. Hein. Voilà. Parce que si on ne vous explique pas pourquoi c'est facile de dire bah, le carbone va se lier à l'oxygène. Ah bon, pourquoi?
parce qu'ils ont une affinité en termes de masse atomique, en termes de plasma toujours, hein, et en termes de masse atomique, eh bien, il y a une équivalence, mais en fonction du ratio. C'est pour ça que le docteur Rodrigo dit que le ratio est de 3 pour 1 dans le traitement du cancer, par exemple. Alors là, on est dans la compréhension. Après, bon, il faudra travailler au niveau de la réalisation, notamment en travaillant avec les ratios, où là, il faudra être un petit peu plus précis. D'autres questions? Donc, on avait vu à un moment donné, tout le monde se posait la question de savoir de quelle couleur était le deutérium. Il est noir. C'est pour ça que l'univers est noir. Jean-Jacques, est-ce que je peux me permettre de te poser une question sur le cœur? Oui. Voilà, j'ai mon épouse qui est atteinte de fibrillation. Et on ne lui a donné aucune explication, on lui donne simplement du bêta-bloquant. Que Oui. penses-tu de ça? Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne? Alors, c'est un problème émotionnel. La fibrillation, c'est au niveau du réseau. Je n'ai pas les schémas ici hein, pour t'expliquer un petit peu plus le fonctionnement. Je vais revenir au cœur. Attends. Voilà. C'est-à-dire qu'elle passe de 50 à 90. Voilà. Alors, la partie musculaire ici en gris, c'est la partie musculaire, comme le biceps, le triceps, les muscles fessiers. Et à l'intérieur, les traits noirs ici, se trouve une couche de tissu blanc, exactement la même que les intestins, l'estomac. Donc c'est la partie viscérale du cœur qui est soumise à la régulation d'un faisceau électrique. Donc il y en a un qui s'appelle notamment le faisceau de His, qui gère de façon électrique le fonctionnement de cette partie émotionnelle. Donc c'est cette partie émotionnelle qui est défaillante. Non pas en tant que constitution physique, hein, c'est vraiment émotionnel. Donc il y a certainement il y a un problème émotionnel à résoudre. Donc le traitement, ça sera essentiellement le ZNO en quantité supérieure au CO2. D'accord. Autrement, on lui propose à la limite une pile. Oui, ben ça c'est le traitement habituel. Hein. Voilà. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Donc le traitement, c'est application directe sur le cœur, les patchs devant et un derrière. D'accord. Avec CO2, les ZNO, mais ZNO sont plus importants que CO2. Alors, on peut avoir une idée de la proportion? 60-40. 60-40, d'accord. Et surtout, ça c'est pas suffisant, et surtout la respiration avec la coupe de vie ou le narguilé. Respiration CO2. D'accord. Alors, respiration CO2 et ZNO dans les mêmes proportions. Donc elle boit. Alors c'est là où je voulais faire, je vais te refaire le petit schéma. Je sais à noter, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Moi aussi. Ah, je sais plus ce que je voulais présenter. ZNO et CO2. Ouais, Ah ouais. oui, les proportions. Oui, alors ZNO, voilà, c'est ça. ZNO 60 et 50, voilà. Ok, c'est ça. Eh ben, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, la coupe de vie, voilà. Alors la coupe de vie, elle est comme ça, d'accord? Ici, lorsque vous avez votre coupe de vie
vous avez la tête qui se trouve ici, la cage thoracique qui est ici, et les jambes. Donc, si possible, si on pouvait avoir une coupe de vie qui soit en forme de cercle ici, ça serait bien pour figurer mentalement la tête. Hein. Voilà. On va la garder comme ça. Le cœur, lui, se trouve ici, à gauche, par rapport à l'axe de la coupe. Voilà. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste c'est pour vous aider à représenter mentalement ce que figure la coupe. La coupe, elle figure votre corps physique. Donc, vous divisez votre coupe en 3 étages, ou en 4 même. Donc, vous aurez la tête, premier étage. Deuxième étage, le cœur et poumons. Ici, vous aurez le système digestif. Et ici, vous aurez le système sexuel et les membres inférieurs. Au niveau du système digestif, vous avez les bras. Puisque les bras servent à manger. Donc, vous imaginez que tout ça c'est rempli d'eau. Vous allez avec la paille boire jusqu'à cet étage. Donc, vous allez boire tout ça. Et donc la coupe sera comme ceci. Il ne restera plus que ça avec la tête ici. Et à ce moment-là, vous allez respirer à l'étage cœur, poumon. 3 fois 10 minutes par jour. Donc dans les pathologies assez importantes, c'est pour être même une demi-heure. Hein. Est-ce que vous avez compris? Donc là, j'ai représenté, on peut faire ça avec un narguilé, hein, qui sert à fumer dans les pays arabes. C'est clair? D'accord, oui, d'accord, merci. Sinon, alors on a déjà parlé, hein, on fait ce qu'on appelle un tuyau respiratoire aussi. Hein, il y a le tuyau du docteur Rodrigo et puis il y a celui. Avec les masques. Avec un masque. Bon, ouais. Moi, j'avais fait ça avec un masque. On a fait le même procédé. Hein. Le docteur Rodrigo, il l'a fait un petit peu différemment. En fait, c'est le principe, c'est un petit tuyau. Voilà. Et autour, alors moi j'avais mis mon petit tuyau à l'intérieur d'un tube de prise de sang qui est la taille d'une cigarette. Donc, ce qui fait que vous pouvez respirer ça n'importe où comme une cigarette. Donc, c'est facile à emporter. Voilà. Le docteur Rodrigo, lui, il a enlevé le tube, lui. Et il l'a fait simplement un tuyau avec un autre tuyau autour. CO2 et ZNO. Oui, mais lui, il respire par les nez et toi, tu respires par la bouche, comme ça. Alors, il y a deux moi, j'avais fait deux systèmes. Hein. Ça, c'est le système cigarette. Et l'autre système, il y avait le masque. Donc, avec le masque, avec l'élastique pour le tenir sur le visage. Alors, le masque, c'est intéressant pour les gens qui sont en état vraiment de faiblesse respiratoire parce qu'ils ont du mal même avec le tube, ils ont du mal d'aspirer à la bonne cadence. Voilà. Donc, ce système-là, au lieu de le mettre dans un tube, ou alors on peut brancher le tube sur un système de respiration et d'oxygénothérapie, on le met en dérivation, et à ce moment-là, on le branche sur un respirateur artificiel.
la majeure partie du traitement, c'est boire le CO2, tout simplement parce que je schématise le corps, hein, ça c'est cœur, poumon, le corps physique. Hein. Lorsque vous allez boire, vous allez avoir le CO2 à l'intérieur et le ZNO. Et vous allez avoir les patchs à l'extérieur du corps. De façon à avoir une interaction entre le plasma à l'intérieur et les patchs. D'accord, oui. Tu peux nous redonner les proportions de ZNO-CO2 pour les patchs et pour l'intérieur aussi? Ok. ZNO 60, CO2 40. Et là, dans cette façon-là, tu n'utilises pas de deutérium. Alors là, vous pouvez rajouter le deutérium. On peut quand même. D'accord. Vous le rajoutez que d'un seul côté, bien sûr, le deutérium. Pourquoi? Bah, si vous mettez si vous mettez deux, alors, ou alors vous mettez des proportions différentes. Oui. Hein? Oui. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Oui. Et Daniel, une question. Est-ce qu'il y a un gradient avec les patchs? Oui, c'est ce que j'allais dire justement. D'accord. Toute la subtilité des traitements plasma avec les patchs, c'est le gradient. Je reviendrai dans le cours la prochaine fois, hein, comment calculer les gradients entre les différents éléments. Parce que si vous mettez, prenez deux aimants. Si vous mettez 5 Gauss ici et 5 Gauss, Gauss c'est l'unité de mesure, hein, des aimants. Bon, vous allez avoir un équilibre, vous allez avoir match nul ici. C'est comme si vous faisiez du tir à la corde. Hein. Si vous mettez deux équipes qui ont la même force, il ne se passe rien. Oui, non, sauf si tu es en train de régénérer. Sauf si. Si tu es en train de régénérer. Par exemple, là, j'ai des réacteurs avec du calcium, il y a la même proportion, et comme ça, j'envoie des calcium dans mon corps. Oui, mais il faut toujours un gradient par rapport au calcium. Non, mais dans ces cas-là, non. Si je vais enlever quelque chose de mon corps, j'utilise un gradient. Mais si je vais rajouter quelque chose, je les mets tous les deux pareil. Non, il faut que tu aies un transfert. Ah, mais j'avais compris que pour envoyer les calciums dans mon corps, mes deux réacteurs devaient être pareils, quoi. Et si je voulais enlever, par exemple, les calciums dans ces cas-là, pourquoi pas, voilà. Le corps, il va prendre, comment dire, quand tu es en état de déficience, le corps, il va prendre ce qu'il doit prendre. Voilà. D'accord? Mais à condition que tu crées un gradient, il faut que tu crées un flux. Et alors, d'où je tiens cette histoire? Bon, je vais investiguer. Si on met deux équipes qui tirent à la corde avec la même puissance, vous allez avoir match nul. Donc ici, il faut mettre 10. Voilà, 10 pour 5 par exemple. Donc vous allez créer un flux.
Et donc, le corps va absorber ce dont il a besoin. S'il a besoin de 4, il va prendre 4. S'il a besoin de 3, il va prendre 3, etc. OK? Ouais. Ce que vous pouvez vous amuser à faire en attendant le cours prochain, c'est de regarder combien vous avez d'hydrogène ici et combien vous avez d'hydrogène ici. Et combien vous avez d'oxygène. Bah, il suffit de compter combien il y a dans les Pour carbone. l'instant, hein, vous avez une masse atomique de 16, 16, donc j'ai 16 hydrogène, carbone j'ai 6, 12. et oui, 12. Hein, si on regarde Oui, la oui, masse. pardon, oui, oui, Hein, en termes de masse, hein, d'accord? oui, oui. Donc ça fait 28. 16 et 16, 32. 32 et 12, 40. Donc vous avez 40 hydrogènes. D'accord? Oui, Sachant que le carbone, c'est 12 hydrogènes. L'oxygène, c'est 16 hydrogènes. Donc vous avez un rapport de 12, 16. 12 à 16. Et donc 3/4. Voilà. En termes de masse, hein. Ouais. C'est comme ça qu'il faut raisonner, hein. C'est un début de raisonnement. Maintenant, si vous regardez ZNO, le zinc, c'est combien? 60, 60? Non, je sais plus. 65 ou quelque chose comme ça. 65, le zinc, oui. Bon, peu importe, hein. Donc vous aurez un rapport de 65 à 30, à 16, pardon. 65 à 16. Donc vous voyez que le rapport de 65 à 16, il est supérieur au rapport 16-12. 12-16. Mais le plasma, on le verra la prochaine fois. Le plasma, c'est pas simplement ça, le plasma. C'est des tas de couches à l'intérieur. Un petit peu comme un feu d'artifice, si vous voulez, hein. Vous avez un centre qui explose, qui explose. Et qui va vous donner ce qu'on appelle les couches atomiques, les couches électroniques. Mais si vous mettez un autre élément à côté, il va interférer avec certaines couches. Un petit peu comme si vous jetiez 2 cailloux dans une mare. En plus, chaque plasma a ce qu'on appelle une pulsation. Exactement comme les pulsations cardiaques. Donc imaginez des bulles de savon, hein, qui gonflent, qui rétrécissent, qui gonflent, qui rétrécissent, comme ça à une certaine vitesse. Donc on verra ça la prochaine fois, parce que là, c'est un petit peu plus complexe, il va falloir bien suivre, hein. avec plaisir. Pour l'instant, raisonnez en termes d'hydrogène. Ramenez tout à des hydrogènes. Le problème, c'est que comment on fait pour savoir comment interagit le ZNO et le CO2 à travers les patchs? Qu'est-ce qui passe comme force dans un sens ou dans l'autre? Vous savez que dans l'univers,
le Soleil et la Terre. Le Soleil est plus attracteur que ne l'est la Terre. La force d'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance. Pour ceux qui ont fait des maths. Donc c'est le plus gros qui attire le plus petit. Ou c'est le plus gros qui donne au plus petit. Mais après, il va falloir étudier comment se font les échanges, parce que le Soleil, on peut le représenter, ou un atome, ou un plasma, on peut le représenter avec ses couches que nous, on appelle électrons, qui sont des couches d'énergie, en fait. En imaginant ici que on a le centre, et en imaginant ici qu'on a une seule couche, qui sera l'hydrogène, par exemple. Ce qu'il va falloir étudier, c'est comment chaque couche interagit avec la première couche, la deuxième couche, la troisième couche. Comment interagissent, puisqu'on a vu que ça pulse. Ça pulse. Ça pulse. Donc les trois couches, elles pulsent. Donc on verra la prochaine fois qu'on peut raisonner en termes de masse, en termes de débit, comme dans les tuyaux, en termes d'intensité, en termes de fréquence. Voilà ce qui vous attend pour le prochain cours. Avez-vous d'autres questions? Et pourquoi on ramène tout à l'hydrogène, que c'est le seul qui n'a pas de neutrons, par exemple? Ça, c'est le... Il n'y a pas de neutrons, on parle de neutrons originels et tout, et là on raisonne en hydrogène qui n'a pas de neutrons, quoi. C'est parce qu'il les crée qu'on en rajoute des choses, qu'on en enlève, quoi, si on fait des CH. La notion de neutrons, protons, électrons, en termes de plasma, n'est pas juste. D'accord. Ce qui est important, c'est de comparer comment un plasma, que j'ai figuré ici, se comporte par rapport à un autre plasma, et comment il se... Mais la seule façon, c'est pas de le quantifier en tant que tel, c'est de quantifier les rapports qu'ils ont entre eux. Donc en fait, on va calculer des rapports relatifs et non pas des quantités exactes. C'est là la grande différence. Et ça peut nous aider par rapport au ratio à mettre dans les patchs? Oui. D'accord. Mais ça va vous demander un certain temps avant de bien assimiler ça. Ouais, bien sûr. Ça va demander des proportions ensuite, vous permettre de comprendre les proportions que l'on met dedans. Quand on veut... oui, ça va vous permettre de comprendre les proportions. Pourquoi on met 3 carbones ou on met un rapport de 3 dans un patch pour 1. Pourquoi on met un rapport de 4 pour 3. C'est pas des rapports qui sont, comment dire, déterminés un petit peu comme ça au pifomètre. Ils sont pas aléatoires, d'accord. Parce que là, on vous met le rapport, en fait, ça sous-entend 3 hydrogènes pour 1 hydrogène. Sachant que l'hydrogène, sur le plan des chiffres, on va le représenter par le 1. Voilà, c'est le premier élément atomique.
fait, la masse de l'hydrogène, c'est 1. Voilà. Donc, on va tout mettre en rapport avec la masse 1. Donc, le carbone, on verra que le carbone, c'est 12 pour 1. Mais 12 pour 1, ça ne veut rien dire tout seul. Si je le compare avec l'oxygène qui est de 16 pour 1. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est la comparaison entre les deux éléments. Un élément tout seul, 12 pour 1, ça ne nous avance pas grand-chose. Ce qui est important, c'est la relation qui est entre les deux rapports. Donc là, on a vu les rapports entre les masses, mais après, on verra qu'on peut établir des rapports entre les différentes couches ou les différentes amplitudes ou les différentes fréquences. Donc le fait qu'un plasma il ait une certaine fréquence, ça ne nous avance à rien. Ce qui nous importe, c'est d'établir la relation qu'il y a entre deux plasmas. Un plasma isolé tout seul ne peut exister que par rapport à un autre plasma. Imaginez que vous soyez tout seul dans l'univers, vous n'existez pas. Vous n'existez que parce qu'il y a quelqu'un d'autre en face de vous, ou dans l'univers. Au moins une entité. Donc c'est pareil au niveau des êtres humains, c'est pareil au niveau des plasmas, c'est pareil au niveau des atomes, c'est pareil au niveau des molécules, c'est pareil au niveau des galaxies et des univers. Un univers n'existe que parce qu'il y a un autre univers. Un atome n'existe parce qu'il y a un autre atome. Une molécule ici, le carbone n'existe que parce qu'il y a des hydrogènes. L'hydrogène ici n'existe que parce qu'il y a un carbone. Donc en fait, ce qui est important de comprendre à partir de maintenant, c'est comment on comprend les relations entre les différents plasmas ou les différentes molécules plasma. CO2, c'est une molécule plasma. Mais ce n'est pas une molécule plasma au sens atomique. C'est une sorte de soupe plasma dans laquelle il y a une interaction entre le carbone et les oxygènes qui sont sous forme libre, dissociés, et comment ça interagit avec une autre soupe plasma constituée de ZNO dissociés. Alors il faut déjà savoir l'interaction qui se produit dans le CO2, l'interaction qui se produit dans le ZNO, et ensuite l'interaction entre les deux. C'est ça à partir de maintenant qu'il va falloir comprendre. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui. Et donc là, oui. Oui, pour revenir un petit peu en arrière, là, quand tu dis que si le carbone existe, c'est parce qu'il y a 3 hydrogènes. Est-ce que c'est pour cela qu'il y a des personnes qui disent que si le Soleil existe, c'est qu'il y a un autre Soleil, de même qui parlent de planètes jumelles, ou est-ce que c'est la même, est-ce qu'il s'agit du même phénomène? Oui. Il y en a qui parlent du Soleil noir ou d'un autre Soleil qui serait visible ou invisible. Je ne sais pas quelle relation il y a entre ces deux planètes. Est-ce que tu peux là aussi nous donner quelques petits détails? Alors, Monsieur Kesh, en parlant lorsque le soleil comment dire, au moment de la destruction du Soleil,
apparaîtra à ce moment-là son double. Ah, d'accord. Alors, ça c'est un autre phénomène, ça. Donc, les astronomes ne peuvent pas le voir, le double. Non. Et non, il n'est pas encore créé. Potentiellement, il est là, mais il n'est pas encore créé. Parce qu'en fait, le Soleil, comment dire, c'est valable pour tous les. Lorsqu'un proton se désintègre, donc il n'existe plus en tant que tel, mais il va donner un neutron et un électron. D'accord. Et en fait, le proton, il n'a pas disparu, il est là, si on peut dire. D'accord? D'accord, oui, oui, je comprends. Donc, lorsque le Soleil se désintègre, il renaît à travers un autre Soleil et sa Lune ou sa Terre. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. Hein. C'est comme ça que... Alors ça, j'ai mis un proton, mais c'est un univers disparaît pour enfanter d'un autre univers et un électron, un univers électron. D'accord, d'accord. Qui lui-même disparaît pour redonner encore un univers avec son électron. Celui-là, c'est pareil, il va redonner un autre univers avec son électron, et ainsi de suite. Oui, autrement dit, c'est infini. Voilà. Bon, moi, je voudrais revenir sur les parties blanches du corps. En fait, on a les cerveaux, les cœurs, comme tu viens de dire, et les intestins. Il n'y a pas d'autre. Hein. J'ai pas compris la fin, Lee. Les parties blanches du corps. Oui, les intestins, l'estomac. L'estomac et le cœur, parce que tu dis qu'il y a une couche blanche. Oui. D'accord. Ça, c'est bien. Ok. Ah, Vous avez l'image là? Ouais. Ouais. Ça y est, là voilà. Voilà, donc la partie grise, c'est la partie musculaire, exactement comme nos muscles, les muscles des jambes, les biceps, les triceps. Et la partie noire ici que je donne avec la flèche, c'est l'enveloppe intérieure qui est un tissu blanc de la même nature que les intestins, l'estomac ou les parois lisses des vaisseaux. C'est la partie émotionnelle ou involontaire, on pourrait dire en termes médicaux. Hein. Donc ces muscles-là, ils obéissent, la partie grise, elle obéit à la partie volontaire, alors que la partie émotionnelle, c'est ce qu'on appelle le système autonome, il fonctionne sans votre volonté. Votre estomac fonctionne sans votre volonté, les intestins fonctionnent sans votre volonté. Alors et le cerveau aussi. Hein. Pardon? Le cerveau aussi. Hein. Il va tellement vite. Oui. Alors que les biceps, les triceps, les muscles, toute la musculature osseuse, au même titre que la partie musculaire du cœur, on peut les moduler en vitesse, en fréquence. Donc on appelle ça les muscles volontaires. C'est OK, Lee? Parfait, merci. Si c'était volontaire, c'est très difficile à agir dessus. Ah si, c'est volontaire. Avec ta volonté, tu peux marcher ou courir. Oui, d'accord. Oui, mais la partie émotionnelle, pour agir dessus. Alors la partie émotionnelle, on peut comment dire, on peut agir en gérant la façon de gérer ses émotions. D'accord. D'accord, d'accord. Puisqu'il faut bien voir, la partie émotionnelle est en rapport avec l'âme. Donc l'âme, elle sait très bien ce qu'il faut faire avec cette partie émotionnelle. Donc c'est au niveau de l'âme qu'il faut travailler. Tout à fait. Et sur ces 3 zones hein, de préférence. Hein. Comme si j'étais un réacteur, par exemple. Oui. Et la meilleure façon, c'est de travailler de concert avec la respiration
Parce que, comment dire, La respiration, l'intention. la respiration, l'intention, parce que c'est le mouvement des poumons qui vont comprimer le cœur, qui vont permettre de jouer pour soulager le cœur. Donc la partie du travail pulmonaire, la façon dont vous respirez, va jouer sur la façon dont vous allez comprimer votre cœur, mais en même temps, les champs contenus à l'intérieur des poumons vont jouer sur le champ de la partie émotionnelle du cœur. C'est pour ça que Donc, la façon dont vous respirez est très importante. Tu peux regarder le cœur comme le cerveau. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Regardez le cœur comme le cerveau. C'est la même chose. Tu avais la couche interne, la couche extérieure, non? Oui. Et tu avais la partie, cette divise à 12 premières. Et tu avais le cerveau. Oui. Tu peux regarder de cette manière. Tout à fait. On peut le voir exactement de la même façon. Hein? Comme dans la coupe de vie, la pression du corps à opposé. Oui. Oui. Et les exercices de cohérence cardiaque devraient apporter des améliorations aussi. Oui. Tout à fait. D'accord. La cohérence cardiaque, c'est ce qu'on est en train d'expliquer là en fait. Hein? D'accord. C'est comme la coordonnée du cerveau à part droite pour la langue, pour la poumon sinistre, autre part de droite, gauche. Oui. Comme une crosse sur la diagonale. Oui. Une autre chose, c'est que dans votre façon de respirer, observez bien que vous respirez tantôt avec une narine gauche, par exemple, et 1 heure après ou 2 heures après, c'est la narine droite qui respire. Oui, j'ai observé ça, oui. Alors, c'est facile à observer quand on a un rhume. C'est facile à observer quand on a un rhume. Hein. On a une narine qui respire pendant 1 heure, on se dit tiens, j'ai le nez bouché, et puis 2 heures après, c'est l'autre narine qui se met à respirer. Donc, la narine gauche obéit au poumon gauche, la narine droite obéit au poumon droit. Et la même chose comme sur le dispositif du Dr. Rodrigo, pourquoi tu avais le champ la spirale du Zénio Théodore sur la spirale du tube. Et tu avais en même temps, tu respirais sur la acide aminé sur la coupe. Oui. Deuxième en même temps, et tu avais dans toi le gaz, et c'est créé la gradient, la proportion que tu dirais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tous les organes sont en double. Hein. Donc les organes, ils fonctionnent pas, les 2 reins ne fonctionnent pas jamais en même temps. Le cœur, les 4 chambres ne fonctionnent pas en même temps. C'est tantôt les deux oreillettes, tantôt les 2 ventricules. Au niveau des poumons, c'est pareil. Tous les organes qui sont en double ne fonctionnent pas ensemble. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre, et ainsi de suite.
la cyclicité, comme dirait Mr. Keshe. Reposer et travailler. Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est une loi dans la nature. Lorsque Pour faciliter la RS, tu peux utiliser la note de la gomme. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire oui. Un atome, c'est quelque chose qui a une fréquence. Il pulse, il va et il revient. Une cellule est constituée d'atomes. Et ainsi de suite. Une cellule, ça pulse et ça vient. Il y a du calcium qui rentre, il y a du potassium, enfin peu importe, hein, il y a, entre calcium et potassium, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est encore une fréquence. Un muscle, c'est constitué de cellules, constitué d'atomes. Un muscle, ça se contracte et ça se décontracte. C'est pour ça que on marche. Avec les bras qui balancent. Pourquoi on est malade? Si vous regardez quelqu'un marcher, vous allez vous apercevoir qu'il marche, il marche en boitant. Donc il n'a plus son alternance quand il marche. Donc il a des muscles qui ne fonctionnent plus en alternance. Donc il a des cellules qui ne fonctionnent plus en alternance. Donc il a un système atomique qui ne fonctionne plus en alternance. Et donc il a un plasma qui ne fonctionne plus correctement en alternance. Voilà la description de la pathologie. Une des premières lois de l'univers, c'est le battement, la fréquence. Donc toutes les pathologies, vous pouvez les résumer à il y a une perte d'alternance. Parfois c'est invisible, parfois c'est très visible. Les gens qui marchent avec une canne, ça se voit. Amusez-vous à observer les gens qui marchent dans la rue, qui sont apparemment sains, et vous allez voir qu'ils marchent de façon souvent asymétrique. Opposé ou asymétrique? Non, asymétrique. Si vous, je vais faire je vais essayer de faire le bruit de la façon dont il marche. Hein. Alors que s'il marchait de façon symétrique, on aurait écouté les marchés et regardé les marchés. Vous allez voir que ce n'est pas symétrique. C'est un petit peu comme si vous aviez un pendule. Normalement, si un pendule il est bien réglé, il va partir à droite et il va partir à gauche exactement pareil. Si vous êtes en état de pathologie, le pendule il va partir à gauche et il va revenir ici. Vous n'avez plus l'alternance correcte.
Là, vous avez une pathologie. Là, vous avez un corps sain. Merci, Gigi. C'est la vérité. Merci. Merci beaucoup. Donc, la première chose à regarder, alors, c'est pas forcément la marche qui est en déséquilibre, hein. Ça peut être la façon de bouger les yeux, ça peut être la façon de respirer. C'est-à-dire que la personne va respirer ça c'est le nez. Elle va respirer pendant 2 heures ici et puis pendant 1 heure ici. Alors que normalement, elle devrait respirer 1 heure ici, 1 heure ici. Et tu peux aller exercer pour respirer, pour changer, pour quoi qui est gauche ou droite, exercer la fonction du cerveau pour la volonté, pour, Oui, bien sûr. pour changer l'environnement. Tout à fait. Tu peux créer à droite ou à gauche. Oui, ça c'est les exercices les exercices de yoga. On bouche une narine. Alors, à ce propos, lorsque vous faites les traitements médicaux, pensez à bien mesurer le temps d'apnée avec une narine bouchée, le temps d'apnée respiratoire avec l'autre narine. Vous vous rappelez du test? Inspire, souffle, 3 fois. Bouchez une narine. Souffle. Et on mesure le temps. Ensuite, même chose avec l'autre narine. Et on mesure le temps. On fait le traitement et on recommence à mesurer le temps d'apnée. Normalement, le temps d'apnée doit augmenter. Tout simplement parce que vous allez avoir rééquilibré, au niveau de l'état général, vous allez avoir rééquilibré la respiration et donc vous allez avoir rééquilibré la respiration au niveau des deux narines. Ça, c'est le poumon gauche. Et ici, vous aurez le poumon droit. Donc, vous allez avoir rééquilibré les deux poumons. Les deux poumons, au niveau de l'oxygène qui entre en termes de plasma par rapport au carbone, sachant que le carbone et l'oxygène vont se lier les uns ensemble. Ils sont magnétiques tous les deux, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous allez rééquilibrer la fonction de passage oxygène-carbone, CO2, dans un poumon, par exemple, déficient. Transformer le carbone dans l'intérieur en oxygène. Ce n'est pas besoin de respirer dans l'extérieur. Oui. Mais en fait, vous pouvez faire tous les exercices physiques que vous voulez si vous n'avez pas en même temps la correction et l'attention émotionnelle. Donc ici, là, c'est le CO2 et le ZNO qui vont vous aider sur le plan
émotionnel. Et c'est ça qui va vous permettre de réguler correctement le travail respiratoire. S'il n'y a pas le changement émotionnel, vous n'allez pas changer votre respiration, que vous fassiez de la gymnastique, du vélo, n'importe quoi, ça ne va rien changer au niveau de l'utilisation des deux narines. Il faut que vous corrigiez votre système émotionnel en même temps. Donc il faut qu'il y ait l'intention. Et comme transférer le champ, transférer sur ne pas sentir la douleur et sentir autre chose, autre niveau émotionnel. Oui. La distraction. Alors, maintenant, les sportifs de haut niveau travaillent sur l'intention et l'émotion. Hein. Ils le font très bien avec les psychologues. Même sans psychologue, d'ailleurs, beaucoup de sportifs le comprennent presque, comment dire, intérieurement. Hein. À nuit, sognais que c'est sur la montagne. Oui. Et à matin, je me retrouvais avec la fièvre musculaire. Ouais, tu m'avais dit ça déjà. Oui, oui. En montagne, c'est très facile à observer. Hein. Oui, oui. Vas-y, Ben. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je finis. Excuse-moi. Disons que quand on arrive dans un sport ou dans nos limites respiratoires, le travail émotionnel est vraiment très très important. Hein. Les sportifs, ils disent qu'il faut avoir un gros mental. En fait, le mental doit être capable de gérer les émotions, en fait. Mais ce que je dirais, c'est toucher amour, non? De l'autre personne. Oublier de respirer. Oui, c'est la peur de la mort, en fait. Hein. C'est, voilà. Comment dire? On avait déjà discuté de ça il y a quelque temps dans un cours où tu m'avais parlé justement du travail en montagne. Quand j'avais dit qu'on pouvait respirer à travers la peau et à travers les os. C'est-à-dire que ça revient, c'est comme si on oubliait de respirer avec ses poumons et qu'on laissait entrer l'air traverser la peau. C'est un peu cette sensation. Comme l'interrupteur. Ouais. C'est comme un choc. Tu n'as pas perdu la parole. En fait, oui, on arrête de respirer. Enfin, c'est comme si on arrêtait de respirer et que le corps respirait avec un papier buvard. C'est-à-dire que l'air traverse le papier. Ou imaginez, vous êtes dans une piscine et au lieu que ce soit de l'eau ou que ce soit de l'air, c'est de l'eau. Mais imaginez que l'eau passe à travers la peau comme un papier buvard et elle ressort. Elle rentre, elle ressort. Bien. Oui. Alors, j'ai pas bien saisi là. Chlore? Non, je dirais utiliser la chestine là. Comme je dirais, tu erras. En ce moment, tu erras pour la radière. Utiliser pour plus vite à toute droite, la panel utilisée pour non, la pantalla, pour la poids blanche. Et plus vite. Mm-hmm.
Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce soir? Bien. Je crois, Jean-Jacques, qu'il ne nous reste plus qu'à te remercier bien vivement pour ce cours passionnant à tout point de vue. De rien. Voilà, j'ai été absent pendant près d'1 an parce que j'étais en train de reconstruire ma maison. Donc, j'ai vécu pendant 1 an dans les gravats, dans le plâtre et le ciment. Donc là, maintenant, je suis à nouveau opérationnel. Voilà, bah, merci de votre attention et de votre écoute. On se revoit samedi prochain pour le cours sur les éléments du tableau périodique. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci Jean-Jacques. Ok, Bonsoir. Merci. à plus. Merci, au revoir à tous. Merci.